Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo de débrief de la soirée de trade deadline des Cleveland Cavaliers. On s'attendait à ce que les Cavs soient très actifs dans la dernière ligne droite avant la fin de la possibilité de faire des échanges durant cette saison 2017-2018 parce qu'ils sont dans une passe un petit peu compliquée, parce qu'il y avait besoin de réagir, il y avait besoin de faire quelque chose. Eh bien, les Cavs auront été actifs comme on s'y attendait avec eh bien, pas moins de 4 arrivées de joueurs dans 2 deals séparés. Je ne vais pas tout vous récapituler, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. Je vous propose eh bien, un petit passage au crible de ces différentes arrivées, des différentes problématiques des Cavs, même si on en a déjà parlé plein de fois, vous les connaissez, et surtout d'essayer de comprendre en quoi ces arrivées eh bien, vont pouvoir essayer de corriger ces problématiques de cette équipe de Cleveland, une équipe des Cavs qui est donc en train de se réinventer entre guillemets en cours de saison pour espérer rebondir, redevenir le plus compétitif possible et aller viser une nouvelle finale et un nouveau titre. Je trouve, pour vous donner tout de suite mon impression, que sur cette trade deadline, les Cavs ne s'en sont pas trop mal sortis. Ils ont fait des recrutements pertinents. Après, est-ce que c'est une solution idéale en pleine saison de changer un tiers de son effectif ? Non, certainement pas. Mais quand vous allez aller droit dans le mur, on ne peut pas reprocher à une équipe qui est en train d'aller dans le mur de mettre en place des correctifs pour essayer de se sauver de cette situation. C'est ce que les Cavs ont fait, on ne va pas leur reprocher. Maintenant, est-ce que c'est idéal ? Est-ce que c'est parfaitement serein ? Est-ce que c'est parfaitement ce qu'il faut faire dans une optique eh bien, de jouer le titre ? Parce que ne nous voilons pas la face, toute autre chose qu'une finale et qu'un titre serait une déception pour cette équipe des Cavs. Donc est-ce que c'est idéal dans cette optique-là ? Non, certainement pas. Mais c'est la moins pire des situations qui était possible pour cette équipe des Cavs. Là où ils s'en sont pas trop mal sortis, c'est qu'ils se sont finalement débarrassés de tous les joueurs décevants de l'effectif. Puisque Isaiah Thomas, qui n'aura même pas fait une vingtaine de matchs du côté des Cavs, eh bien, est débarqué, lui qui a connu un passage avec les Cavs extrêmement difficile, extrêmement douloureux. 12 de PER, on est sous les 50% au tir réel, on est à moins 6 en box plus minus, moins 6 en indice d'impact, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est au niveau d'un joueur du bout du banc qui ne joue jamais. On est au niveau d'un joueur qui est extrêmement faible. Vous mettez à ça en parallèle, en backup, en binôme avec lui, Derrick Rose, lui aussi débarqué, qui est à 11 de PER, 52% tir réel. Il est à moins 8 en box plus minus. Je pense que pour un joueur pour un joueur remplaçant qui joue 15-20 minutes par match, ça doit être l'un des pires box plus minus de l'histoire de la NBA. Jake Crowder, lui aussi, relativement décevant depuis son passage aux Cavs, 10 de PER, il était à moins 2 en box plus minus, il est dégagé, et Schumpert, qui était complètement inégal sur cette saison, lui aussi, il était à moins 4 en box plus minus, 6 de PER, il est aussi débarqué. Bref, tous les joueurs qui étaient vraiment, entre guillemets, les boulets, c'est méchant de dire ça, mais en tout cas, vraiment les joueurs à problème de l'équipe, et encore je suis en train de parler du purement sportif, je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe dans les vestiaires, ça entre guillemets, ça regarde que les Cavs, mais les joueurs qui n'apportaient pas suffisamment sur le plan sportif ont été débarqués. Donc déjà ça, c'est relativement pertinent. Parce que effectivement, les joueurs pas au niveau, même si on leur a laissé assez peu le temps de se mettre en forme, eh bien, sont envoyés vers d'autres horizons. Par contre, c'est un terrible aveu d'échec des recrutements de l'été 2017, parce que tous ceux qui sont arrivés à l'été 2017, à l'exception de Calderon et de Zizic, ont été gentiment remerciés, renvoyés comme des malpropres pour cause de rendement pas au niveau. Donc terrible aveu d'échec des recrutements 2017. On a au final un trade Kyrie Irving qui ressemble en fait au trade suivant. La finalité, c'est Kyrie Irving plus Channing Frye contre Jeremy Clarkson et Lance Jr.
plus le tour de draft des Nets. Donc ça remet un petit peu en perspective ce trade initial maintenant qu'on a une vision plus globale. Au-delà de ça, les joueurs échangés n'avaient pas réussi à rentrer dans le dispositif des Cavs, où on ne peut pas exister quand on est un extérieur à Cleveland si on n'a pas un minimum d'adresse à 3 points. Les Cavs sont trop dépendants de l'adresse à 3 points pour ça. Et on a un Jay Crowder qui était regardé à 33%, Wade 33%, Fry 33%, Thomas 25%, Rose 25%, Shumpert 27%. Une équipe qui tente 40% de ses tirs à 3 points ne peut pas avoir autant de joueurs qui sont en deçà de la moyenne d'adresse à 3 points. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi pertinent ce qu'ont fait les Cavs, parce que ces joueurs qui ne mettaient pas leur tir à 3 points, eh bien, ont été débarqués. On va le voir au profit de joueurs qui, a priori, ont une adresse un petit peu plus en adéquation avec les ambitions offensives de cette équipe des Cavs. Dans le lot, on a quand même un Dwayne Wade qui aura été débarqué avec les honneurs. Dwayne Wade qui fait une saison somme toute correcte du côté des Cavs, mais qui effectivement, parce qu'il est un petit peu trop faible à 3 points, et surtout parce que dans ces Cavs 2.0, il se retrouve dans une situation où il y a tellement d'arrière, avec George Hill, Clarkson, Rodney Hood, J.R. Smith, Kyle Korver, il se retrouve dans une situation où il n'allait plus jouer. Et l'équipe des Cavs, plutôt que de mettre Dwayne Wade dans une situation inconfortable où il va cirer le banc, et je pense pas qu'il a envie de finir sa carrière à donner les serviettes, eh bien, ils lui ont, ces Cavs, élégamment proposé de retourner à Miami, lui qui s'est rabiboché avec Pat Riley. Voilà, et on a comme ça un Wade qui est débarqué avec les honneurs, qui finit à Miami, tout le monde est content, comme Garnett qui avait fini aux Wolves, tout le monde est content, et Cleveland peut essayer maintenant de se reconstruire sur quelque chose de compétitif sur le plan sportif. Sans aucun doute, LeBron James est à la baguette sur ce retour de Wade vers Miami, et vraisemblablement que c'est aussi une demande de Dwayne Wade, lui qui a compris que ça allait de toute façon pas bien se passer du côté des Cavs, ou que ce qui allait se passer dans le futur, là, maintenant, à partir de cette trade deadline, ne le concernait plus, qu'il n'était plus dans les petits papiers de Cleveland. Alors je vous disais, des décisions assez pertinentes par rapport aux problématiques de cette équipe de Cleveland. C'est pas ce qu'il y a d'idéal de tout changer, je vous en ai parlé, mais c'est pas si mal à défaut de mieux, parce que si les Cavs n'avaient rien fait, ils allaient droit dans le mur, avec Thomas et Rose qui défendent pas, qui mettent pas un 3 points, avec un vestiaire qui a une ambiance plombée, avec une équipe qui est complètement à la dérive, ça, on allait droit dans le mur. Donc il valait mieux agir maintenant que de se laisser mourir. Pourquoi je vous dis que ces recrutements ont été pertinents ? Parce qu'on a beaucoup entendu, les Cavs sont mauvais en défense, ils ont besoin d'un intérieur stopper, ils ont besoin d'un intérieur défenseur. Ce qui est vrai, mais quand on va dans le détail, c'est ce que ce tableau vous propose. Des différentiels de production par poste, on se rend compte que là où les Cavs, c'est ici dans le net production by position, c'est dans ces compartiments-là, poste de meneur et poste d'arrière, que par rapport à leurs adversaires directs, les Cavs ont les plus gros différentiels. Donc là où les Cavs sont mauvais et étaient extrêmement en décalage par rapport aux performances de leurs adversaires directs, c'est sur le poste de meneur et sur le poste d'arrière. Sur pivot, c'est pas top, mais c'est vraiment sur arrière et meneur qu'il y a un différentiel qui était absolument catastrophique. Parce que les meneurs n'arrivaient pas à exister dans l'attaque et parce qu'ils n'arrivaient pas à défendre. On était perdant sur les deux tableaux. Donc, très pertinent, c'est ce que je vous disais, de la part des Cavs, d'avoir remodelé l'effectif, principalement sur le backcourt. Parce que c'est là où la faillite était la plus flagrante. Je vous rappelle que depuis le début de saison, les Cavs, 29e défense de la NBA. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, quand les Cavs sont champions en 2016, alors qu'ils affichaient déjà sur le terrain quelque chose d'assez inégal en défense, à l'issue de la saison régulière
en 2015-2016, les Cavs, ils sont la 10e meilleure défense de la ligue. Il y avait encore Dellavedova, il y avait Mozgov, ça avait un autre visage. Là, 29e défense, c'est juste pas possible. Vous n'avez aucune ambition possible en play-off en étant la 29e défense. C'est pas un phénomène nouveau. Depuis que Lou a repris l'équipe, je vous en ai déjà parlé, les Cavs sont faibles en défense, mais là, ça commence vraiment à se voir. Et ça commence à être vraiment problématique. Je vous rappelle que, je vous le dis de mémoire, mais dans l'histoire de la NBA, en tout cas sur les 30 dernières années, il n'y a qu'une seule équipe qui a été championne en n'étant pas dans le top 10 en défense, c'est les Lakers en 2001, je vous le dis de mémoire, ça sera à vérifier. Il me semble qu'il y avait la 12e ou la 17e défense, un truc comme ça, et qui avait réussi une run extraordinaire en play-off en explosant tout le monde et en allant gagner. Sinon, mis à part eux, systématiquement, le champion était dans le top 10 en défense. Donc, c'est juste pas possible d'imaginer pouvoir être champion sans avoir une bonne défense. Et c'est ce que les Cavs ont réalisé, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces trades. Et puis, je vous dis, ça commence à se voir, parce que comment fonctionnaient les Cavs avant ? Ils défendaient pas, c'est pas nouveau, c'était le cas la saison passée. Sauf que, ils encaissaient 120 points. Mais avec leur adresse à 3 points, leur attaque prolifique, leur attaque insolence, ils en mettaient 130. Donc au final, ils arrivaient à gagner des matchs. Là, depuis le 1er janvier, donc depuis la version Cavs, entre guillemets, définitif, au complet, avec Thomas qui est réintégré, les Cavs qui tentent, je vous le disais, 40% de leurs tirs derrière la ligne à 3 points, ils avaient le... Pardon, je suis malade. Je me suis enrhumé. 40% de tirs tentés à 3 points, l'un des plus hauts total de tirs tentés à 3 points de la NBA, plus haute fréquence, l'une des plus hautes fréquences de la NBA, je crois juste en haut il y a les Rockets et après il doit y avoir les Cavs, et seulement la 28e adresse. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'autant tirer à 3 points quand vous n'êtes pas une bonne équipe de rebond sans les mettre. Ça vous envoie droit dans le mur. C'est juste pas possible. Donc, double paradoxe, on ne défend pas, notre attaque ne compense pas notre faible défense, et on prend l'eau de tous les côtés. Et là, c'est le Titanic, et en 5 minutes, on est au fond de l'eau. L'Air Thomas, 7 victoires, 10 défaites, aveu d'échec terrible de ce passage de Isaiah Thomas aux Cavs. C'est très bien pour lui qu'il puisse rebondir ailleurs aux Lakers. On en parlera dans la vidéo que je vous ferai sur les Lakers, sinon on va faire 4 heures sur les Cavs. Mais voilà, je pense que tout le monde est content que Thomas soit sur de nouveaux horizons à Los Angeles. C'était une faillite sur les deux tableaux et il fallait passer à autre chose. Alors, vous avez été très très nombreux à me dire, mais la solution elle était pourtant simple, c'était de dégager Coach Lou. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, faire un changement de coach en cours de saison, si vous êtes dans l'optique d'aller récupérer un coach qui n'est pas l'assistant que vous avez promu, parce que c'est ce qui s'est passé avec Lou, ça se passait mal avec Blatt, ils ont dégagé Blatt, Lou a été promu et ils ont gagné le titre. Cette combinaison-là peut passer. Mais changer le coach pour aller prendre en externe un nouveau coach et en pleine saison l'injecter, ça ne change strictement rien. Parce que le coach, il arrive, il n'a aucun training camp, il a le temps de rien mettre en place. C'est les assistants qui vont gérer l'intérim et on est déjà sur la saison suivante. On prépare le training camp de la saison suivante et les réajustements sur la saison suivante. Donc changer de coach en cours de saison, sauf à promouvoir un assistant, ça ne sert à rien. Et puis, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que Coach Lou, il est inamovible. Inamovible, en tout cas présentement, pour 2 raisons. La première, la plus flagrante, c'est que c'est le choix de LeBron James. Tyronn Lue, c'est le choix de LeBron James. Donc arrêtez de considérer que Coach Lou, c'est le maillon faible de l'équipe, c'est le choix de LeBron James. Donc on va parler à le compte de LeBron James dans une saison où à l'été il peut partir. Et deuxième raison, ou une autre raison majeure, c'est que Tyronn Lue a signé à l'été 2016 un contrat de 5 ans pour 35 millions de dollars. Vous l'avez donc compris, il est dans sa 2e année en cours de contrat. Il y a encore 3 années garanties derrière. Ça fait 3 x 7, 21. Les Cavs, ils ne vont pas cracher sur 21 millions qui sont, quoi qu'il arrive, dus à Tyronn Lue. Donc 2 raisons pour lesquelles il est inamovible en plus du choix tactique qui n'aurait rimé à rien. Les Cavs, je vous le disais,
petite parenthèse sur Tyronn Lue terminée, ils ont été pragmatiques. Ils ont changé tout le backcourt parce que c'est ce backcourt-là qui effectivement proposait le plus de fight, le plus de faiblesse dans cette équipe des Cavs sur le début de saison, même s'il y avait d'autres points noirs, c'était vraiment sur ce point-là, comme je vous l'ai montré, qu'il y avait des faiblesses. La récupération de Clarkson est intéressante. Il y a un backup meneur qui, comme du côté des Lakers, va apporter de l'énergie, va apporter de la tonicité. Il est à 17 de PER, 53 au tir réel. Il a un box plus minus à -1, ce qui est tout à fait correct, ce qui est le niveau d'un bon remplaçant. Donc on a un joueur d'impact qui arrive en sortie de banc, qui apporte du scoring, un arrière de grande taille, qui, si ça change en défense, ne sera pas ridicule. À ses côtés arrive Larry Nance Jr., un intérieur à 19 de PER, 62% au tir réel, plus 4 quasiment en box plus minus, donc un joueur d'impact. Quand il est sur le terrain du côté des Lakers, il apportait de la productivité avec des rebonds, des belles capacités de finition en dessous, servi par LeBron James qui fixera. C'est typiquement le genre de joueur qui peut s'éclater sur du pick and roll, sur du alley-oop, sur des séquences en jeu à deux, parfait. C'est typiquement le joueur en complément d'un LeBron James qui peut être parfait. En plus, il a un contrat qui est complètement amical pour les finances des Cavs. Il est encore dans un contrat rookie, un petit contrat. Donc c'est encore une belle pioche qui va apporter du tonus en sortie de banc. Les Cavs manquent cruellement de tonicité en sortie de banc sur les intérieurs. S'ils restent encore dans une config avec James en 4, Love en 5 quand Love reviendra de blessure, il y avait Thompson qui arrivait en sortie de banc dans la rotation intérieure et Channing Frye. Sauf que Channing Frye, c'est pas un vrai intérieur, il fait que tirer à 3 points. Donc ça manquait un peu de tonicité à l'intérieur et au rebond, ce que Larry Nance Jr. peut corriger. Au-delà de ça, arrivée de George Hill, c'est pour moi une très bonne pioche. Ne sous-estimez pas George Hill, ne faites pas cette erreur-là. George Hill, joueur d'expérience, il a joué des matchs de play-off à intensité, c'est un joueur qui peut bien attaquer, qui peut faire du playmaking sur du pick and roll, qui peut relativement bien défendre, c'est un arrière de grande taille, il peut défendre sur les postes 1 et 2, si ça change sur l'ailier, ça ne sera pas déconnant, il ne sera pas forcément à son avantage, mais ça ne sera pas déconnant, 10 fois moins déconnant que quand c'était Thomas ou Derrick Rose, donc c'est un très très bon choix. C'est un joueur qui, dans une équipe moribonde des Kings, fait quand même une saison encore somme toute correcte à 14 de PER et un box plus minus quasiment à étal. Il était à 19 et à 4 de box plus minus la saison passée du côté d'Utah, dans une équipe où ça gagnait des matchs et où c'était bien huilé. Donc c'est un joueur qui en a encore sur la réserve. Et là où il est hyper intéressant pour les Cavs, c'est qu'il est à 45% de réussite à 3 points. Et ça, c'est exactement ce dont Cleveland a besoin. Un joueur qui peut défendre, faire un peu de playmaking et sanctionner à 3 points. En plus, c'est pas forcément un ball hog, c'est pas un joueur qui a besoin d'avoir la balle en main pour exister comme Thomas ou comme Rose. Complément parfait de LeBron James, qui, je vous le rappelle, est quand même le joueur qui génère l'attaque, qui a la balle en main dans le dispositif des Cavs. Et puis, en quatrième homme, en quatrième larron, eh bien on récupère Rodney Hood. Rodney Hood qui, du côté d'Utah, sort d'une saison, enfin, est dans une saison plutôt, à 15 de PER, donc dans les standards de la moyenne NBA. Il est à -2 en box plus minus, notamment à cause de sa défense. Ça, c'est un indice d'impact correct, on va dire, pour un remplaçant. Mais là aussi où il est très intéressant, 40% de réussite à 3 points. Et les Cavs, ils n'ont besoin que de ça. Ils n'ont besoin que de joueurs qui peuvent sanctionner à 3 points et qui savent un minimum défendre. On sait très bien que les Cavs ne se sont pas endormis en étant une mauvaise défense et ils vont pas se réveiller en étant une bonne défense. Ça se passe pas comme ça. C'est pas en un claquement de doigts. Mais s'il y a des joueurs qui à minima comprennent quand ils doivent venir aider, quand ça doit changer, quand ça doit communiquer, ben, ça suffit. Ça sera suffisant. Si au lieu d'être 29e, les Cavs, ils sont 12, 13, 15 en défense sur la fin de saison, c'est bon, ça suffit. Ça sera suffisant pour que Cleveland se relance. Donc, je vous le disais, des recrutements qui sont pertinents, qui sont bien vus. En plus, c'est pas des têtes de l'art, c'est pas des joueurs qui me paraissent impossibles à intégrer et à faire cohabiter avec l'équipe déjà en place. Donc je pense qu'au niveau des personnalités aussi, c'est assez, sur le plan psychologique, assez bien vu. Là aussi, tactiquement, je vous en parlais où c'est bien vu, c'est dans le rapport à 3 points. Et sur ce début de saison, regardez les Cavs, ils ont une faillite à 3 points dans l'axe, dans les above the break.
Vous voyez, mis à part ici, où ça a été pas trop mal, vous voyez qu'on est très en deçà des moyennes NBA dans ces 3 points dans l'axe. C'est d'autant plus problématique que regardez par rapport à la saison passée. Les Cavs, ils étaient vraiment on fire de n'importe quel endroit du terrain, derrière la ligne à 3 points, et on est passé du feu à la glace. Vous me direz, c'est l'hiver, c'est normal, mais à Cleveland, ça devient problématique. Donc, pourquoi je vous dis recrutement pertinent? Parce que regardez George Hill. Regardez George Hill, il est à 48% dans l'axe panier-panier et il est à plus de 40% à 45 degrés. Vous me direz, il n'en a pas tiré énormément. C'est pas grave. On va pas lui demander de mettre 15-3 points par match. Il en met 2 ou 3, la défense va monter sur lui, ça ouvre des intervalles, et derrière on peut aller attaquer le cercle. C'est ça le jeu des Cavs. C'est pas plus compliqué que ça. Aux côtés de George Hill, vous avez Rodney Hood, on en parlait. 41% dans l'axe, 43% à 45 degrés. Et là c'est pareil. LeBron James il va fixer en dribble, Rodney Hood il va rester derrière la ligne à 3 points avec son journal en train d'attendre la passe va arriver, il va sanctionner à 3 points. La défense va s'adapter, elle va monter sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le cercle en dribble. C'est pas plus compliqué que ça et on n'en demande pas plus à ces joueurs-là. Et c'est pour ça que je vous dis, les recrutements, ils sont pertinents. On a des arrières de grande taille qui vont être en capacité de pouvoir venir aider, gêner un minimum. Sur cette saison, les Cavs, regardez, 4e plus mauvaise défense de la zone restreinte. Donc les adversaires directs des Cavs se faisaient plaisir dès qu'il s'agissait d'aller finir dans la raquette. Quand vous regardez ces statistiques sur les pourcentages de réussite des adversaires, notamment dans la raquette, ne vous dites pas l'adversaire est super fort dans la raquette, c'est parce que les intérieurs sont mauvais en défense. Raccourci trop facile. Vous pouvez vous faire complètement exploser dans votre propre raquette en laissant l'adversaire marquer plein de points parce que vous n'avez pas d'aide. Vos arrières sont débordés en dribble, personne ne vient aider et tous les meneurs adverses ou tous les ailiers adverses se font plaisir en finissant en lay-up dans votre raquette. Et ça, c'est pas de la faute de votre intérieur. Parce que si votre intérieur il est sorti pour venir compenser sur le pick and roll, c'est parce que c'est l'ailier ou l'arrière à l'opposé qui n'est pas venu aider. Et c'est exactement ce qui se passait du côté des Cavs. Pour ça qu'on prenait l'eau complètement dans la raquette. Et bien, avec George Hill, avec Hood, avec Clarkson, on a certes pas des All-NBA First Defensive Team, mais on a peut-être des joueurs qui vont être un petit peu plus aware, Jean-Claude si tu nous écoutes, pour savoir à quel moment on doit venir aider et pour faire au moins semblant de se mettre entre son attaquant et le panier. Et puis, on a des joueurs qui vont être faciles à intégrer. Parce que le jeu des Cavs, il est relativement basique, je vous en ai parlé. Il ne s'agit pas d'apprendre 25 pages recto-verso écrits en caractère 2 Times New Roman du playbook, où il y a plein de systèmes, où il y a plein de choses. Le jeu des Cavs, c'est balle à LeBron James, je fixe, la défense vient aider sur moi, je ressors sur le tireur à 3 points. Ou je descends au poste bas, la défense vient aider sur moi, je ressors sur le tireur à 3 points. Ça n'a absolument rien de compliqué. En un entraînement, Clarkson, Hill, Hood et Lance Jr., ils ont compris ce qu'ils devaient faire en attaque et ils ont compris ce qu'ils devaient faire en défense. En un entraînement, c'est réglé. Là, il y a le All-Star Break, il y a 1 semaine pour se mettre en place. Ça sera suffisant. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Ne vous inquiétez pas sur l'intégration des joueurs. Je vous dis, jeu d'attaque assez basique parce que depuis très longtemps, les Cavs sont l'une des équipes NBA qui produit le moins de passes en attaque. Donc l'attaque est assez statique. C'est également l'équipe qui fait le plus d'isolation. Ça, c'est aussi facile à lire quand vous êtes un attaquant. Et c'est aussi l'une des équipes qui, dans le cumul des mouvements des joueurs, parcourt le moins de distance. Donc c'est en fait une équipe qui produit assez peu de mouvements en attaque. Donc pour les nouvelles recrues, c'est assez facile de s'intégrer. Parce que comme je vous le disais, le système d'attaque, il est assez basique. C'est fixation, passe, tir à 3 points, fixation, lay-up. C'est pas plus compliqué que ça. Ou bien fixation au poste bas, petit fadeaway où je ressors à 3 points. On en est là et ça marche très bien. Regardez les Rockets, ça marche très bien à Houston. Et ça marchait jusque-là pas si mal du côté des Cavs. Donc rien de nouveau sous le soleil de l'Ohio. Par contre, attention, on est là avec ces trades dans une logique qui est vraiment court-termiste. C'est vraiment l'objectif. On se renforce, on gomme nos faiblesses pour tenter un dernier run et tenter de garder à l'été 2018 LeBron James. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez, George Hill, il a encore 2 années de contrat après cette saison.
Clarkson, encore 2 années de contrat. Rodney Hood arrive lui en fin de contrat, agent libre restreint, donc les Cavs pourront le re-signer avec ses droits bird. Ils ont l'acquisition de ses droits bird puisqu'il a été échangé. Et Nance Jr. a encore son petit contrat. Mais vous voyez que Hill c'est 20 millions, Clarkson c'est 12 millions, additionné à tous les salaires déjà en place du côté des Cavs pour la saison prochaine. Et vous avez en fait une équipe de Cleveland qui sur 2018-2019 a déjà un total assuré, sans avoir re-signé Rodney Hood et avec Carl Deron et Jeff Green qui s'en vont et qu'il faudra donc remplacer pour avoir au moins 15 joueurs dans l'effectif. Donc les Cavs, déjà présentement, ils sont assurés d'avoir 138 millions de salaire cumulé sur la saison prochaine. Le salary cap, il sera à 103 millions. Donc, on est déjà sûr de complètement péter le salary cap et déjà sûr de payer au moins 30 millions de taxes de luxe. Donc, ça veut dire que si ça ne marche pas, là, pour les Cavs, dans la nouvelle configuration qu'ils mettent en place, il y a assez peu de flexibilité pour faire une sortie de crise à l'été 2018. La seule sortie de crise à l'été 2018 possible, c'est monter des trades. Ça va être montrer des trades de dégraissage. Mais ça, c'est typiquement le genre de trade où vous n'êtes pas forcément gagnant dans l'immédiat. Vous allez lâcher des joueurs contre des tours de draft et c'est le cycle infernal de la reconstruction qui se met en place. Donc, on n'a pas énormément de flexibilité pour rebondir sur l'été 2018. Il y a le tour de draft des Nets, mais c'est clairement pas lui qui va être un changement qui va changer le visage de la franchise des Cavs. Après, si LeBron James s'en va, Cleveland, certes, ils rééquilibrent un peu leurs finances parce qu'il y a 35 millions du coup qui sont décaissés, mais au-delà de ça, voilà, il y a encore beaucoup de contrats entre guillemets toxiques, des Thompson, des J.R. Smith. Voilà, la perspective de vraiment s'améliorer si ça marche pas, par contre, elle est quasi nulle. Elle est quasi nulle, c'est pour ça que je vous dis, là, on est dans une logique court-termiste. Mais de toute façon, Cleveland résonne dans une logique court-termiste. Là, l'été 2018, pour les Cavs, c'est le futur. C'est vraiment le futur du futur. C'est déjà tellement loin pour eux, là, ils résonnent au jour le jour. Est-ce que ces recrutements seront suffisants pour redécoller ? Eh bien, celui qui apportera la réponse à cette question est un charlatan. Donc, de ma part, vous lui donnez une amicale tape sur la joue en lui disant « Écoute, si tu as une boule de cristal, donne-la moi parce que j'aimerais bien connaître les résultats du loto. En plus, ce soir, il y a 1 euro million à 120, je sais pas combien, il y a 120 millions, je crois, en jeu. Ça m'arrangerait bien, ça me dépannerait. » Donc, vous lui demandez sa boule de cristal. Personne ne peut répondre à cette question. Est-ce que les Cavs vont redécoller, réatteindre les sommets, refaire une finale, ou au contraire continuer à s'effondrer ? Personne ne le sait. Est-ce que les recrutements sont cohérents ? Je pense vous avoir apporté la démonstration qu'ils le sont. Maintenant, ça c'est la théorie. Et la réalité des parquets, elle est souvent enfin, elle n'est pas souvent, elle est parfois. Ne soyons pas mauvaise langue, la réalité des parquets, elle est parfois bien différente de la théorie des additions de joueurs et des différentes hypothèses quand on assemble des effectifs. Mais ça me paraît cohérent, ça me paraît défensivement un petit peu plus solide, ça me paraît, si l'adresse est au rendez-vous, très en adéquation avec ce dont les Cavs ont besoin en attaque. Maintenant, dans les rotations, eh bien, ça laisse aussi un petit peu plus de profondeur à Coach Lou. Il peut très bien choisir de rebasculer dans une config entre guillemets de grande taille avec Thompson, Love, James et pourquoi pas J.R. Smith, Hill, ou pourquoi pas Hill, J.R. Smith, Hood. Et à ce moment-là, vous avez James et Love dans la raquette. Et en sortie de banc, à ce moment-là, vous avez Clarkson, vous avez Thompson à l'intérieur, vous avez Kyle Korver, vous avez Nance Jr. Et on a encore une belle profondeur. On a un banc de qualité avec des joueurs qui peuvent être impactants dans les deux dimensions, à savoir de l'attaque, à savoir de la défense et du rebond. Donc ça, c'est pas mal. Tactiquement, ça laisse de belles solutions à Coach Lou, et ça, c'est toujours intéressant parce qu'en fonction de l'adversaire du soir, ils vont pouvoir jouer vraiment petit, vraiment rapide, ou à contrario, un petit peu plus grand, un petit peu plus en muscle, en tonicité. Et ça, c'est toujours bien
d'avoir ces choix-là tactiques sous le coude. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura éclairé sur la situation des Cavs. Nul doute que vous aviez déjà plein d'éléments. Vous l'aurez compris, si vous voulez mon avis, ces recrutements sont pour moi assez pertinents. Les Cavs ont été vraiment pragmatiques. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont très bien identifié ce qui allait pas et les recrutements comblent en tout cas en théorie les lacunes. Est-ce que ça sera suffisant? Eh bien on va le savoir très très vite. On va le savoir très très vite sur le mois de mars et sur le début avril. Quel est le rendement actuel de cette équipe des Cavs? Le succès de Cleveland ne peut passer que par une attaque retrouvée. C'est vraiment ça la clé parce que c'est dans l'ADN principal des Cavs. L'attaque et par une défense, non pas de qualité, parce que nous ne nous voilons pas la face, on ne se réinvente pas en défense du jour au lendemain, mais à une défense au moins en service minimum, qui assure un service minimum, et ce service minimum mis en parallèle avec une attaque qui redevient prolifique, et vous avez sur votre adversaire direct un différentiel qui se crée. Ça qui sera important de suivre. D'ici là, beaucoup d'eau va couler sous les ponts, beaucoup de neige va fondre. Merci de votre fidélité, bon match à tous.